Bonjour tout le monde, ici Marthe Saint-Laurent. Vous écoutez l'émission Vivement les femmes depuis le studio de Rimouski. Aujourd'hui, je reçois une femme d'inspiration. Même avant d'être directrice générale de culture Bas-Saint-Laurent, Dominique Lapointe consommait l'art avec gourmandise. Elle est d'ailleurs cofondatrice du certificat en création artistique à l'Université du Québec à Rimouski. Pour elle, la culture fait bon ménage avec le développement régional, le territoire et l'environnement. Bonjour Dominique Lapointe, bienvenue à Vivement les femmes. Bonjour Marthe. Depuis 2020, vous êtes directrice générale de Culture Bas-Saint-Laurent, mais impliquée depuis 2011 dans l'organisation, à titre d'agente de développement, en accompagnement et coordinatrice à la formation continue. Vous accompagnez les artistes et les professionnels dans leur démarche artistique, la gestion de carrière, la gestion de projet, la facilitation de groupe, la culture-éducation, la gestion de crise, la gouvernance et la médiation culturelle. C'est tout un contrat, ça. Déjà fatiguée. Parmi les adjectifs qui vous représentent, Dominique Lapointe, on retrouve engagée, curieuse, gourmande. Vous le dites vous-même, je bouffe de l'art. Est-ce qu'on peut parler d'une passion ou c'est un besoin vital? Je pense que c'est carrément un besoin vital. Assurément, une passion. Je dis souvent que j'aime m'enfarger dans l'art, c'est-à-dire me sentir disponible à ce que l'art se rapproche de moi sans que je l'ai prévu. Mm-hmm. Je pense que c'est ce qui est beau aussi dans l'art, c'est sa capacité à nous émerveiller, à nous surprendre, à nous bousculer. Et puis ça, pour moi, c'est vital parce que c'est être en contact avec le vivant, avec l'étonnement, avec l'émerveillement. Puis plus on vieillit, je trouve que plus l'émerveillement est précieux. Mm-hmm. Ah oui, et l'art nous lance complètement là-dedans. Hein? Et dites-moi, est-ce que vous êtes du genre à voir de l'art partout? Dans toute chose, dans tout ce que vous regardez, que ce soit la nature, que ce soit une conversation avec une personne, est-ce que vous êtes de ce genre-là? L'art, je sais pas, je crois pas, mais la beauté certainement. La beauté dans un sens pas uniquement esthétique, là, mais mm-hmm. quelque chose qui nous fait nous dilater le cœur, fait vibrer, nous suspendre le temps, et ça, oui, partout. L'art, par contre, oui, dans ma vie, il est très présent. Mais c'est vraiment ma rencontre avec les artistes, je pense, qui a été primordiale dans mon rapport à l'art, dans mon amour de l'art. Mm-hmm. Mais sinon, oui, avoir une sensibilité pour ce qui est beau, ce qui est émerveillant dans un quotidien, dans quelque chose de très simple, dans un geste simple, dans une contemplation de la nature. Comme tu le soulevais, Marc, bien sûr, ça fait partie de mon quotidien. C'est un besoin d'un équilibre de base. Puis je pense que c'est aussi... ça fait partie du choix aussi de s'installer dans un territoire comme le Bas-Saint-Laurent que d'avoir un besoin de cette qualité de vie-là mm-hmm. Qui permet aussi une rencontre avec la nature. Justement, vous êtes native de Québec mm-hmm. et vous détenez 2 diplômes d'études collégiales, un diplôme, d'études collégiales en arts plastiques, 2 baccalauréats de l'Université Laval à Québec, dont un en arts plastiques et le deuxième en enseignement des arts plastiques. Quels sont les défis dans la formation artistique? Il y a des défis quand on... Il y a des milliers de défis en matière de formation artistique, je pense. Le plus grand défi, c'est que le rapport des arts en formation soit reconnu et que la posture de l'éducation artistique soit au service, en fait, de stimuler ce qui pousse en chaque individu, en chaque mm-hmm. être humain,
et non pas à vouloir modeler l'individu dans un format ou dans une compréhension de l'art qui le retient ou le contraint plutôt que lui laisse l'espace pour exprimer quelque chose qui l'habite, qui lui est distinctif. Je trouve que l'éducation artistique, c'est là où c'est délicat. Autant au primaire qu'à l'université, je pense. On arrive avec des volontés évaluatives ou des contextes de recherche de compétences qui parfois s'éloignent de l'art. Par exemple, au niveau de l'enseignement au secondaire ou au primaire, comme j'ai fait il y a plusieurs années, l'enseignement des arts au secondaire, dans mon cas, au 2e cycle du secondaire, on voyait souvent dans les modèles évaluatifs un besoin de vérifier la motricité fine, mais qui n'avait rien à voir avec la créativité ou avec la création ou avec l'art. Et ce qui était noté, en fait, c'était la motricité fine. Donc, c'était des capacités physiologiques. Ce qui n'a rien à voir nécessairement avec le sens artistique, qui contribue, par contre, à pouvoir exprimer d'une manière plus raffinée ce qui nous habite, c'est-à-dire c'est des outils. Mais il y a souvent des confusions, ce qui fait que le rôle de l'art dans les écoles ou le rôle de l'art dans un parcours formatif parfois est biaisé. Puis ça, c'est dommage parce que ça fait en sorte que malheureusement, trop d'adultes se sentent mauvais en dessin, pas bons en danse, puis incapables de s'exprimer autrement que dans des modèles d'expression davantage socialement un peu bétonnés, acceptables. C'est ça. Et de quelle manière, Dominique Lapointe, vous avez réussi à justement naviguer là-dedans dans les exigences en fait d'un système et dans vos valeurs personnelles, parce qu'on entend bien dans votre discours qu'il y a cette volonté-là de faire émerger en artiste et non de lui dire qu'est-ce qu'il doit faire. Comment vous en êtes sorti ou comment vous avez navigué? Je ne sais pas si je m'en suis sortie ou si c'est l'histoire d'une vie ou de plusieurs vies. C'est certainement l'histoire de plusieurs vies dont j'essaie de contribuer. En fait, moi, ce que je me rends compte, c'est que je suis davantage une accompagnatrice qu'une formatrice. Donc, d'être à l'écoute beaucoup, en fait. D'être à l'écoute plus que d'être en train de prendre parole. C'est sûr que ça dépend des situations puis des contextes, là. Bien sûr. Mais avec les adolescents, en tout cas, quand mon travail était d'enseigner au secondaire, évidemment, tout ce que je désirais, c'était de ne pas les contraindre puis de ne pas leur retirer le goût de l'art ou le goût de s'exprimer. Donc, déjà, juste de pouvoir donner des conditions favorables à des adolescents pour qu'ils puissent s'exprimer par le biais des outils artistiques. Déjà, j'étais plutôt rebelle comme enseignante, même comme enseignante en art, que de miser là-dessus. Et d'être un peu tête de cochon quant à les exigences du programme ou ce que je devais ou pas faire comme enseignante. J'avoue que j'ai travaillé pendant 6 ans au secondaire, puis ça m'a pris beaucoup de caractéristiques rebelles pour pouvoir oser être l'enseignante qui prenait soin du cœur battant d'artistes dans les ados. Plus que des critères puis des cloches qui sonnent au bout de 75 minutes. Et que c'était un peu contraignant comme contexte pour enseigner l'art. En tout cas, c'était difficile. Et est-ce que vous avez une pratique artistique? Je présume que oui. J'ai déjà eu des pratiques artistiques. Je ne suis pas une artiste professionnelle. J'ai jamais été une artiste professionnelle non plus. Je pense que ma démarche artistique est celle de contribuer à ce que les artistes que je rencontre puissent, eux, se développer, se déployer, investir leur communauté, apparaître dans leur pratique, dans leur communauté, puis rayonner. Je pense que c'est ça ma pratique artistique, c'est de souffler sur les braises de l'art, je pense.
Lors de votre sélection d'embauche pour le poste de directrice générale à Culture Bas-Saint-Laurent, Dominique Lapointe, le comité de sélection a été impressionné par votre dossier de candidature, particulièrement par votre rigueur, votre détermination et votre volonté à faire en sorte que Culture Bas-Saint-Laurent soit et demeure l'organisme de référence pour le milieu culturel. Quelles sont les principales étapes pour atteindre cet objectif-là? Et là là. Pour atteindre l'objectif, tu veux dire la mission de Culture Bas-Saint-Laurent? Oui, oui, justement, de faire en sorte que ce soit l'organisme de référence. Bien, dans le territoire du Bas-Saint-Laurent, des organismes de regroupement associatifs qui rassemblent tous les secteurs artistiques et culturels et l'ensemble du territoire, on est le seul. Il n'y en a qu'un seul. Et il est né, en fait, c'est le premier Conseil de la culture du Québec qui s'appelait jadis le Conseil régional de la culture, le Conseil de la culture de l'Est du Québec, qui avait un territoire plus grand parce que le découpage territorial n'était pas le même, mais c'était le premier. Et il est né de la volonté, en fait, des artistes et des organisations culturelles de se rassembler, de se regrouper pour gagner une force du collectif au service d'un développement régional partout sur les territoires, même éloignés. L'enjeu est multiple et pluriel, là, c'est-à-dire que le milieu artistique et culturel, on était en 76, là, ça va faire bientôt 50 ans. Wow! C'est ça, il nous reste quelques poussières avant d'atteindre notre 50e. Ça ne réjouit pas, ça. Mais le territoire est immense. La population, elle est dans une autre... Ça couvre toute la Gaspésie? Non. Maintenant, notre territoire, c'est vraiment le Bas-Saint-Laurent administratif. D'accord. Donc, depuis que c'est devenu le Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent, donc de la Pocatière jusqu'au Méchin, jusqu'au Témiscouata, puis dans la Matapédia jusqu'à Cozapiscal. Donc, c'est quand même un immense territoire. Oui. Et ce qui fait en sorte qu'il y a bien des artistes qui sont dans certaines petites municipalités, parfois le seul artiste de leur municipalité. Les organisations culturelles aussi sont majoritairement au bord de l'estuaire, tout au long du Bas-Saint-Laurent, mais il y en a aussi beaucoup qui sont plus en ruralité ou dans les terres, donc au Témiscouata, entre autres, Kamouraska, mais plus dans les terres également. Donc, on a une vitalité culturelle et artistique qui est incroyable, qui est impressionnante, mais de par la nature du territoire, qui est moins densément peuplé que les centres urbains, par exemple. Oui, absolument. On a des défis supplémentaires. Puis le Conseil de la culture vise à avoir une force collective au service de la reconnaissance du milieu culturel d'ici. Oui. Mais aussi le développement ou s'assurer qu'il y a un financement, en fait, des territoires aussi en matière de recherche-création puis de développement culturel parce que en étant éloigné, bien, ça demande un petit peu plus de force pour pouvoir se positionner pour que les investissements en art et culture percolent sur l'ensemble de notre territoire et démontrent l'identité culturelle et artistique de l'ensemble du Québec. Et on dit également de vous que vous êtes très professionnelle et sensible et intuitive. Est-ce que vous pensez que ce sont des qualités incontournables pour Culture Bas-Saint-Laurent? C'est bien gentil. Je ne sais pas qui a dit ça de moi. Le comité. Mais, le comité m'a dit ça fait un moment déjà. Je le sais pas. En tout cas, chose certaine, c'est que ça prend des êtres humains qui ont à cœur, en fait, de soutenir le milieu culturel et artistique d'ici. L'équipe de Culture Bas-Saint-Laurent, on est 9 personnes. Oui. Le CA, on est 11. Puis, on a une équipe accompagnatrices externes d'une douzaine de personnes. Donc, Culture Bas-Saint-Laurent, c'est 30 personnes. Puis, c'est 30 personnes qui ont, pour la majorité, une pratique artistique professionnelle. Il y a un engagement clair au quotidien envers la culture puis les arts au Bas-Saint-Laurent. Donc, certainement que ça prend du cœur à l'ouvrage, puis ça prend une compréhension fine aussi du secteur de la culture, mais aussi de la réalité territoriale puis de la réalité du développement régional. Puis là, je dis développement, mais j'aurais envie de dire d'une transition durable de notre vitalité régionale, parce que sans le milieu artistique puis sans cette identité culturelle-là, je ne crois pas que le Bas-Saint-Laurent aurait la qualité qu'il a présentement. Et de quelle manière vous faites l'accompagnement à Culture Bas-Saint-Laurent? Vous accompagnez à tous les niveaux les artistes?
Oui, à Culture Bas-Saint-Laurent, on accompagne à la fois les artistes et les travailleurs culturels. Donc, l'ensemble des individus qui sont membres de Culture Bas-Saint-Laurent ont droit à un service d'accompagnement qui est sans frais avec l'adhésion. Donc, on a une adhésion qui est vraiment très, très peu chère parce qu'on veut la rendre accessible le plus possible. Chaque personne a droit jusqu'à 4 heures pour les membres individus gratuits par année. Oui. 6 heures pour les organismes. Puis c'est très diversifié. Ça peut être un accompagnement pour aider à faire un CV artistique, par exemple, pour un artiste émergent, mais ça peut être aussi soutenir un artiste qui fait sa première demande de bourse. Okay. Ça peut être aussi soutenir un organisme qui est en processus de planification stratégique. Mm-hmm. Ça peut être de soutenir une municipalité qui écrit sa première politique culturelle. Aussi? Oui, tout à fait. Okay. Ça peut être une organisation qui cherche à faire un appel de projet auprès des artistes puis qui veut donner des conditions favorables aux artistes pour les accueillir dignement avec des conditions salariales, mais aussi des conditions d'accueil. Ça peut être aussi réfléchir à la démarche artistique d'un artiste qui est peut-être en questionnement entre 2 secteurs disciplinaires. Mm-hmm. C'est extrêmement varié. En gestion de carrière aussi, en communication, en gestion financière aussi. Également. Donc, c'est assez diversifié. On a une grosse équipe d'accompagnateurs tristes, donc ça permet vraiment d'aller répondre à un besoin. Puis quand le besoin nous est exprimé puis qu'on n'a pas les expertises, on a aussi un service de perfectionnement sur mesure qui nous permet d'aller chercher une ressource externe à l'équipe de Culture Bas-Saint-Laurent pour donner une formation pointue à un artiste ou à un travailleur culturel de la part d'un expert. Mm-hmm. Puis Culture Bas-Saint-Laurent a, grâce à Compétences Culture, a une somme qui permet de soutenir à 80% des frais le perfectionnement sur mesure. Okay. Donc, ça devient une manière de continuer d'avoir une formation continue, malgré les coûts là, que ça pourrait engendrer. Donc, ça soutient vraiment là, les milieux artistiques. Wow! Et quand vous allez chercher les experts, est-ce qu'ils doivent être de la région du Bas-Saint-Laurent et ça peut être aussi des gens qui viennent de l'extérieur? Nos accompagnateurs, accompagnatrices sont du Bas-Saint-Laurent. Par contre, pour le perfectionnement sur mesure, quand on ne trouve pas de ressources expertes ici, là, on va chercher à l'extérieur. On a un grand bassin quand même de beaux experts au Bas-Saint-Laurent, mais parfois, dans certains secteurs disciplinaires, je pense entre autres au théâtre ou à la danse où il y a moins de ressources. Oui. Ça nous arrive aussi tout à fait, ou bien quand un artiste veut travailler avec un expert à l'extérieur du Bas-Saint-Laurent, c'est tout à fait possible. Mm-hmm. Et dites-moi, justement, vous parlez de la danse. Est-ce que vous pensez que dans l'art, il y a comme un parent pauvre, en quelque part? Est-ce qu'il y a un milieu artistique qui est plus délaissé ou moins valorisé, ou moins reconnu? En tout cas, il y en a qui ont des défis qui ne sont pas toujours les mêmes d'un secteur à l'autre. Pour ce qui est du Bas-Saint-Laurent, effectivement, c'est pas un parent pauvre parce que c'est un parent riche d'artistes formidables, mais effectivement, les pratiques qui sont collectives, donc la danse, le théâtre, il y a en moins grand nombre des grandes productions en danse puis en théâtre qui proviennent entièrement du Bas-Saint-Laurent. Okay. Une chance qu'on a une Soreida Caron à 3 pistoles. Oui, que j'ai rencontrée. Qui est merveilleuse. Oui. Mais il y a très peu de ressources professionnelles en danse pour plusieurs raisons. Il n'y a pas de formation professionnelle. Mm-hmm. En danse, il y a les écoles de danse, mais pour avoir une formation d'envergure en danse, souvent, ils doivent quitter. Sinon, il y a beaucoup de loisirs en danse pour les petits, mais quand on devient adulte puis on veut se spécialiser, c'est moins facile. Idem en théâtre, parce que c'est des pratiques qui sont collectives, donc ça demande toute une équipe, en fait, pour réaliser une production. Donc, il y a Théâtre Les gens d'en bas, il y a quelques troupes de théâtre, il y a du théâtre communautaire, merveilleux, au Bas-Saint-Laurent, mais ça reste un secteur que l'on surveille de près parce que, des fois, je dis ça, là, il s'agirait qu'il y en ait 2-3 qui déménagent, que le secteur serait vraiment dévitalisé. Donc, c'est plus délicat dans ce temps-là. Dominique Lapointe, vous avez complété en 2017 une maîtrise avec mention d'excellence d'ailleurs en études des pratiques psychosociales portant sur les arts comme voie de développement personnel, professionnel et citoyen. Pouvez-vous nous dire en quoi ça consiste, cette maîtrise?
Bien, la maîtrise en études des pratiques psychosociales, c'est une maîtrise qui est quand même qui est vaste au sens où les groupes qui font les cohortes rassemblent des gens de toutes sortes de réalités professionnelles différentes. Donc, par exemple, dans la cohorte qui m'a côtoyée, là, avec qui j'ai fait ma maîtrise, il y avait Marie-Sophie Bicard, qui est une artiste de la musique, des arts visuels, puis une grande chef. Il y avait Hélène Lévesque qui fait du Feldenkrais. Il y avait Josée Desjardins qui est une artiste joaillière. Donc, c'est des groupes qui sont très diversifiés. Puis le but, c'est de vraiment se pencher sur une pratique pour mieux la formaliser puis d'accompagner sa transformation. Moi, j'ai fait des baccalauréats puis des maîtrises qui sont non professionnalisantes et j'en suis pas mal fière. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à faire un professionnel marqué dans une profession. Par exemple, si je fais mon bac en sciences infirmières et que je deviens infirmière, ça va de soi. Oui. Si je fais un bac en art, je peux devenir un peu ce que je veux. Si je fais une maîtrise en études des pratiques psychosociales, même chose. Oui. Donc, j'ai fait cette maîtrise-là, en fait, parce que j'accompagnais des artistes depuis plusieurs années. Parce que ça m'habitait profondément, parce que j'avais envie de m'investir là-dedans, mais j'avais pas une formation en accompagnement des artistes, ça n'existe pas. Tout comme il n'y a pas de baccalauréat en travail culturel. Les travailleurs, travailleuses culturelles deviennent travailleurs, travailleuses culturelles par savoir d'expérience. Oui. Ou en bon québécois, sur le tas. Oui. Donc, moi, je suis devenue travailleuse culturelle sur le tas. J'ai fait des gains de savoir d'expérience, mais qui n'étaient pas formalisés. Donc, cette maîtrise-là m'a permis d'écrire ma pratique, de mieux la comprendre, de la peaufiner, de la formaliser, puis après de pouvoir l'utiliser comme un outil avec plus de conscience, puis même de contribuer, c'est ça, à faire, entre autres, là, à monter le projet du service d'accompagnement de Culture Bas-Saint-Laurent, puis d'accompagner les autres conseils de la culture à créer leur service d'accompagnement grâce à cette maîtrise-là. Fait que ça, c'est précieux pour ça, ça permet vraiment ça. Vous êtes chargé de cours à l'UQAR depuis 2013, au baccalauréat, justement, en psychosociologie, et depuis 2023, au certificat en création artistique. Vous êtes cofondatrice, comme on le disait en début d'émission, de ce nouveau programme innovateur dans l'enseignement de la pratique artistique. Quel était l'objectif de créer ce programme-là? C'est un projet, en fait, qui était là bien avant que j'arrive là, au Bas-Saint-Laurent. Moi, je suis arrivée au Bas-Saint-Laurent en 2010. Et il était déjà là, c'est-à-dire qu'il y avait un besoin, une volonté de la part du milieu artistique et culturel à ce qu'il y ait un premier cycle à l'UQAR en création artistique. C'était un besoin parce que le territoire présentait presque 10 diplômes d'études collégiales préuniversitaires en art. Donc, ce que ça voulait dire, c'est que les gens faisaient un diplôme d'études collégiales préuniversitaires en vue de faire un baccalauréat, mais il n'y avait pas de baccalauréat ni de certificat en création artistique. Il y avait un certificat en sculpture monumentale pendant une période à l'UQAR, mais c'est très, très pointu. Mais oui, c'est pointu, oui. Donc, il y a eu un projet là, de longue haleine avec plusieurs comités. Là, quand on dit que je suis cofondatrice, j'ai contribué à la création de ce certificat-là. Avec d'autres femmes extraordinaires. Avec d'autres femmes extraordinaires, avec les cégeps, avec les jeunes artistes, avec les membres de Culture Bas-Saint-Laurent. Donc, on a dû être une centaine à participer à cette création-là pour en faire un certificat qui n'est pas disciplinaire, qui s'adresse davantage à l'élan créateur, à la pratique artistique et qui se désengage de former de manière disciplinaire les artistes, tout en leur donnant quand même accès à des organismes culturels, à des artistes professionnels. Mais Marthe, tu le connais très bien puisque tu es de la première cohorte des finissants. Oui, effectivement, c'est vraiment toute une belle page d'histoire que de dire qu'on fait partie de la première cohorte, effectivement. Puis j'avais partagé ça avec fierté sur mes réseaux sociaux, je l'avoue. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que justement, c'était interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y avait des danseurs, il y avait des écrivains, il y avait des gens qui étaient en musique. Donc, il y avait toutes les formes d'art et ça effectivement, ça rend riche. Et je pense que, est-ce que je me trompe si je me dis que c'est le seul certificat qui permet ça, c'est-à-dire de mélanger les domaines
artistique? En tout cas, à sa fondation, c'est le seul certificat de cette nature-là, c'est-à-dire on n'aborde pas les disciplines artistiques, mais on aborde davantage 4 grands champs de langage. Donc, le langage oral et textuel, le langage visuel et spatial, le langage corporel et chorégraphique. Et sonore. Lequel j'ai oublié, sonore et musical. Oui. Donc voilà. Puis le rapport à la démarche artistique aussi est un peu pris du même ton, c'est-à-dire qu'on voit la démarche davantage comme un tricot entre l'existentiel, le social et le formel. Donc on n'est vraiment pas dans les... On voit que je dis pas art plastique, puis je dis pas musique. Donc on est vraiment dans une vision de la pratique artistique qui est décloisonnée. Fait que tous les artistes, ils trouvent à la fois leur compte, oui, puis sont propulsés justement parce que le groupe est hétérogène. Puis ça, c'est la tâche avec la psychosociologie, c'est-à-dire qu'on est dans un modèle andragogique de groupe. Mm-hmm. Et oui, ça, c'est intéressant et c'est aussi défiant. C'est un challenge pour les plus solitaires, on va dire ça comme ça. Effectivement. Et vous en êtes à la 2e cohorte. Vous avez commencé la 2e cohorte cet automne. Quels ont été les défis et les réussites de la mise en application du programme avec justement la première cohorte? Bien, c'est un programme qui a comme intérêt que la majorité des cours se fait dans l'espace artistique, c'est-à-dire dans les organismes professionnels, culturels du territoire. Donc, c'est quand même toute une mécanique logistique, c'est-à-dire que les étudiants ont des cours à l'UQAR. Oui. À l'automne, puis pendant les sessions d'hiver et d'été, ben là, sont dans les organismes culturels. Ça veut dire que les cours se donnent au Musée régional de Rimouski, au Centre d'art de Kamouraska, au Jardin de Métis, au Camp musical de Saint-Alexandre. Donc, c'est toute une logistique, puis un paquet de contraintes. Oui. Et on invite des artistes aussi à réfléchir avec les étudiants, donner des ateliers, des artistes professionnels de toute discipline. Donc, c'est une logistique puis un modèle pédagogique qui exige quand même une gestion quasiment événementielle. Mm-hmm. Puis ça a dû prendre du temps parce que, quoique l'UQAR soit quand même habitué de donner des cours à l'extérieur, même sur des bateaux, en art, puisqu'il n'y a pas de département artistique, ça a demandé du temps pour accompagner le processus. Puis s'assurer que tout le monde était au clair avec le modèle, mais ça fonctionne très bien maintenant. Vous écoutez Vivement les femmes avec Marthe Saint-Laurent. Je suis en compagnie d'une femme d'inspiration, Dominique Lapointe, directrice générale de Culture Bas-Saint-Laurent et cofondatrice du certificat en création artistique à l'Université du Québec à Rimouski. Dominique Lapointe, en quoi votre engagement social et communautaire dans les différents organismes améliore la vie des artistes de la région? On parle du réseau des conseils régionaux de la culture, Forum national sur la citoyenneté et tout. Je sais pas, faudrait demander aux artistes, mais je le fais avec beaucoup d'humilité. Je ne sais pas, c'est très difficile à mesurer l'impact du travail qu'on fait. Il y a des impacts qu'on peut mesurer, mais les impacts humains et collectifs et communautaires des arts dans les communautés, à la fois, on les connaît tellement. Parce que c'est ce qui importe le plus, mais à la fois, ils sont difficilement quantifiables puis repérables. Bien sûr, je pense que le réseau Culture 360, parce qu'on a changé de nom récemment, le réseau des conseils régionaux de la culture du Québec,
est quand même un acteur incroyable qui représente en fait tout le territoire québécois en matière d'art et de culture. Puis ça, c'est très précieux. Ça rassemble quand même 4500 artistes de partout sur le territoire. Puis ça assure une voix aussi des territoires en matière de développement artistique. Puis ça, c'est précieux parce que sinon, il y a une masse critique de nos artistes puis des leviers artistiques qui sont dans les centres urbains. Oui. Et pourtant, il y a des perles partout, dans chaque communauté, dans chaque village, dans chaque ville, des gens extraordinaires, des organismes extraordinaires qui font des choses incroyables dont il faut parler à haute voix. C'est ce qu'on essaie de faire à tous les jours, d'en parler, de les encourager. Les soutenir. Et lorsque vous siégez sur ces conseils-là, c'est un peu aussi ce que vous faites, de faire la représentation aussi des artistes de la région. Absolument, absolument. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous voyez une amélioration? Est-ce qu'il y a une plus grande ouverture qu'au début? Ça dépend dans quel contexte, mais oui, en tout cas, je sens que de plus en plus, puis je pense que ça, étonnamment, tu sais, la pandémie a été super difficile pour tout le monde, puis pour le milieu culturel particulièrement. Mais force est de constater que je pense qu'on n'a jamais été aussi proche de nos territoires que depuis la pandémie, parce qu'on y a été prisonniers. Oui, confinés. Confinés, prisonniers. Oui. Puis on a eu besoin de l'art comme jamais pendant ce confinement-là. Et je pense que c'est une grande transformation de l'art et de la culture qu'on est en train de vivre, qui est très, très impactant pour le milieu artistique et culturel, parce que les gens ne sont pas retournés en salle autant qu'on voudrait. Mais certainement, je sens, parce que je côtoie des jeunes et des jeunes ados et des jeunes poètes et les pratiques émergentes, et je vois des jeunes artistes, vingtaine, trentaine, incroyables, qui déploient des pratiques qui sont vraiment impressionnantes. Puis ça me donne beaucoup d'espoir. Oui. Et ces gens-là développent davantage leur pratique, sachant qu'il y a quand même un petit manquement depuis la pandémie, que les gens sortent un peu moins. Bien, il y a des difficultés majeures, particulièrement en matière de financement, là, parce que effectivement, une salle qui n'est pas pleine, c'est une salle qui est déficitaire. Oui. Je pense que là, Noël s'en vient, là. Oui. Et? Noël s'en vient, puis je pense que le plus beau cadeau qu'on peut se donner en ce moment, c'est du temps ensemble. Puis pour moi, il y a très peu de choses dans nos vies hyper modernes qui nous rassemblent pour vrai, mieux que les arts. Que les arts en salle, que les festivals, que le temps autour d'un film, d'un spectacle, que le temps autour d'un livre. Oui. Puis si j'avais un conseil à vous donner pour Noël, donnez-vous du temps dans un lieu qui nous rassemble puis qui nous fait vibrer le cœur. Puis il n'y a rien comme une œuvre d'art pour faire ça. Donc, c'est une belle occasion. Je pense que le temps de se rassembler est précieux. Oui. C'est vraiment plus le fun d'être dans une salle de spectacle que dans un centre d'achat. Oui, je suis assez d'accord avec vous, Dominique. Il y a des belles boutiques en métier d'art, là, si vous voulez acheter des objets. Oui, le Fil Bleu à Kamouraska, à Georges-Émile, à Rimouski. Il y a plein de petites boutiques aussi que vous connaissez, des artistes, artisans. Partout, ça peut être une autre alternative. Vous êtes diplômé au programme court de 2e cycle en praxéologie. Alors, de l'UQAR, qu'est-ce que c'est, la praxéologie? Je pensais pas que tu allais m'amener là. Là, je me suis dit, il faut que je sois capable de le dire. T'en as fait de la praxéologie en plus au certificat la première année. Oui, je le sais. Mais les gens qui nous écoutent aussi vont le savoir. Absolument. Donc, c'est des outils, en fait, la praxéologie pour étudier sa pratique. Mettons, si je essaie de l'exprimer le plus simplement possible. Dans les pratiques artistiques, en fait, on a affaire à des gens qui ont un savoir-faire incroyable. Puis ça, vous le savez, là, tout le savoir-faire artistique de nos artisans, de nos artistes. Donc, la praxéologie est un outil pour mieux l'exprimer, la comprendre, la déployer, puis la peaufiner. Donc, ce que ça nous permet de faire, en fait, c'est de l'étudier, puis de pouvoir mieux l'expliquer aussi. Donc, par exemple, un artisan, je dis ébéniste, par exemple, qui a pratiqué l'ébénisterie depuis toujours, puis dont le père pratiquait l'ébénisterie. Il fait de l'ébénisterie, mais souvent, il ne sera pas capable de vous dire comment il procède. Parce que c'est tellement rendu d'instinct
que le geste, donc ça prend des outils qui peuvent être la praxéologie, l'explicitation, donc des outils qui permettent d'aller détailler le geste. Oui. Et c'est très, très beau, en fait, quand on voit un artiste qui nous parle de sa pratique avec détail de l'expérience du geste. Oui. Parce que ça nous permet de toucher à notre patrimoine immatériel. Mm-hmm. C'est-à-dire que tous ces gestes-là que l'on a connus tellement raffinement, je pense au métier d'art parce que c'est quelque chose, je pense, qui fait parler notre appartenance à nos histoires puis à nos familles. Là. Mm-hmm. Le textile, le tissage, le tricot, mais aussi toutes les pratiques artistiques, que ce soit pictural ou même la musique, comment on chante, comment notre corps se place. Oui. Et tous ces gestes-là, en fait, se transmettent souvent par l'oralité. Mm-hmm. Mais la praxéo est un autre outil qui permet de mieux le comprendre, de l'écrire puis de l'expliquer après. Oui. Donc, c'est très utile pour faire des demandes de bourse pour ceux qui veulent faire ça, entre autres. Mais c'est assez compliqué pour un artiste de détailler et de se pencher. Moi, je me souviens que j'avais trouvé ça assez très défiant. Très défiant d'aller, justement, de s'observer, hein, justement de décortiquer ou d'analyser, ou même pas analyser, juste ressentir ce qu'on fait de manière, justement, spontanée, répétitif. Oui. Vous avez reçu, Dominique, la bourse Ginette Côté pour la fondation de l'OSBL Résonance. Qu'est-ce que c'est, cette OSBL? Résonance, c'est un projet pandémique, ça. Résonance, c'était un projet, en fait, qu'on avait à cœur, c'est-à-dire essayer c'était un groupe, en fait, de gens du milieu des arts, du milieu de la psychosociologie, du milieu communautaire aussi, qui étaient très impliqués avec nous, d'essayer d'envisager un laboratoire transdisciplinaire qui visait à faire émerger des projets sociaux innovants. Mm-hmm. C'est-à-dire un lieu où on peut réfléchir, par exemple, je sais pas, moi, je m'assois avec des gens en immigration dans un organisme communautaire de soutien, par exemple, un centre femmes, puis 2 artistes, puis là, on essaie de voir ensemble comment on peut faire les choses différemment, comme une espèce de laboratoire d'innovation. Résonance, maintenant, continue sa route. Je suis plus impliquée pour l'instant parce que j'avais trop de choses, mais j'ai à cœur beaucoup cet organisme-là et il travaille dans toutes sortes de mandats. Lapointe, croyez-vous que le territoire est une des sources premières d'inspiration pour les artistes vivant ici? Le territoire, le fleuve? Bien, en tout cas, il y a personne qui est indifférent à l'endroit où il pousse. Mm-hmm. Où il pousse, où il immigre. Oui. Mais je pense qu'on continue de pousser toute notre vie. J'avais une étudiante une fois qui m'avait dit comment ça, il y en a qui me disent qu'on arrête de grandir à 16-17 ans. C'est complètement faux. Mais elle a raison. Oui, c'est vrai. C'est pas parce qu'on grandit plus en hauteur physique qu'on grandit plus. Puis je pense qu'on est constamment impacté par la terre sur laquelle on pousse tout au long de notre vie. Puis que ça nous transforme. Force est de constater que ça nous transforme. Puis c'est clair que ça transforme les artistes, leurs paroles, leur œuvrement, ou en tout cas, ça les teinte certainement, là. Pour la majorité, ou en tout cas, il faudrait les questionner un à la fois, là, je pense à plein d'artistes qui travaillent, dont la matière première, c'est le territoire, là, sur notre... Oui, j'en ai reçu une ici, justement. Oui, c'était... Noémie Pomerleau-Cloutier. Ah, mais oui, Noémie. Oui, on a parlé longuement du territoire. Elle a poussé un petit bout sur la Côte-Nord, un petit bout à Montréal, un petit bout au Bas-Saint-Laurent. C'est ça, tu sais, je pense qu'on est toujours teinté de ces espaces-là qui nous forgent.
puis qui passe à travers nous, puis qu'on exprime à travers soit notre pratique artistique ou notre pratique professionnelle, peu importe, ou notre pratique même de vie, de parentalité, de qui on est comme amoureuse, qui on est comme amie. Le territoire nous teinte partout. J'aurais du mal à voir ça autrement. Et parlez-nous justement du maillage entre les pratiques artistiques et le territoire de manière générale. Je suis très touchée par plusieurs types de maillage entre le territoire et les artistes au Bas-Saint-Laurent. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert plus particulièrement ici. Pas parce que c'était pas le cas à Québec où j'habitais auparavant. Je pense que ce qui m'a saisi ici, c'est la qualité la qualité qui émergeait en fait de l'obligation de collaboration des artistes. Je m'explique. Quand je suis arrivée au Bas-Saint-Laurent, j'ai travaillé d'abord pour l'organisme Caravansérail, qui était un centre d'artistes autogérés merveilleux. À l'époque, on faisait une biennale qui s'appelait Espace Blanc, qui était d'inviter en fait des artistes en art contemporain, en art actuel, à investir le village de Pêche-Blanche à Rimouski, à l'embouchure de la rivière, pour créer des œuvres d'art visuelles. Et ce que j'ai constaté en étant caravansérail, c'est à quel point les artistes d'ici, parce qu'ils sont pas dans une masse critique d'une discipline nichée, sont obligés de s'hybrider en fait pour y arriver. Donc là, il y avait une hybridation de une artiste de l'écriture qui est aussi scénographe, un artiste de l'art audio qui est aussi performeur. Et cette hybridation était dans les individus, mais aussi entre les organisations. Donc, Tour de Bras travaille avec le Musée régional de Rimouski, font un show à la piscine municipale. Et le Centre d'art de Kamouraska fait une rencontre photo, puis s'hybride avec Vry, qui fait des ateliers nomades dans une roulotte. Puis tout ça, ça crée des interactions qui sont étonnantes. Le Festival de contes des Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant, qui finit par faire une randonnée comptée chez Luc Malenfant, sculpteur, qui installe des œuvres d'art extraordinaires sur son terrain privé. Puis là, il y a des artistes du conte qui viennent marcher avec les spectateurs chez Luc pour faire une randonnée comptée. Ces hybridations-là sont extrêmement fortes ici, puis créent une identité artistique qui est fabuleuse, qui n'existe que sur nos territoires parce qu'elles sont contraintes d'exister aussi sur nos territoires. Et ça, je trouve que c'est la plus belle de nos richesses. Et vous pensez que, oui, je comprends qu'on n'est pas dans des grands centres, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, justement, la beauté des lieux qui fait en sorte qu'on est peut-être un peu plus unis, plus créatifs, au-delà de l'obligation, comme vous dites si bien? Oui. Mais j'espère, je crois que oui, certainement. C'est toujours, je trouve que des fois, la création, c'est souvent une espèce d'équilibre, un fin équilibre entre un niveau de liberté puis un niveau de contrainte. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que les contraintes propulsent une forme de création parce que tu essaies de contourner le truc. Oui. Puis la liberté, est nécessaire, tu sais. Puis la liberté se donne, je pense, dans cette capacité-là à inventer des nouvelles formes dans le paysage, à inventer des nouvelles formes entre nous de relations. Oui, absolument. Puis pousse toutes sortes de choses qui, s'il y avait toutes les ressources disponibles, pousseraient différemment. Oui. C'est ça. On dirait que je fais un cours de botanique avec mon affaire de pouce-pouce. Non, on vous suit, Dominique, on vous suit. Dominique Lapointe, vous partagez votre bureau avec le Conseil de l'environnement et vous avez dit culture et environnement, ça fait bon ménage. On a parlé en début d'émission. Alors, comment la culture et l'environnement font bon ménage? Je pense que c'est parce que c'est une évidence. Ça m'apparaît comme une évidence. Je pense qu'on est des alliés, le Conseil de l'environnement, le Conseil de la culture, des alliés naturels. Je croise peu d'artistes qui n'ont pas une sensibilité importante pour l'environnement, en fait. Je pense que quand on utilise des ressources pour créer,
on est sensible à ces ressources-là. Je pense que quand on habite un territoire comme le nôtre, on est sensible aux paysages, à leur beauté, à leur fragilité. On est la seule région avec un paysage reconnu patrimonial, qui est à Rivière-Ouelle. Oui, Il n'y en a qu'un seul au Québec, c'est lui. OK. Il devrait en avoir des milliers, là. Je veux dire, les îles du Bic ne sont pas protégées patrimoine. Donc, je pense qu'il y a une sensibilité, puis il y a une complémentarité intéressante du Conseil de l'environnement puis du Conseil de la culture. Oui. On n'a pas les mêmes outils, mais on a à quelque part les mêmes valeurs. C'est-à-dire d'avoir une vision d'une transition durable de nos territoires. Puis je pense que les arts et l'environnement sont des grands alliés là-dedans. Mais je pense que on est dans une vision tellement intersectorielle. Là, quand je m'installe dans un contexte avec les élus, par exemple, puis ils me disent, ben il y a une table en développement social, puis il y a une table en environnement, ressources naturelles, puis il y a une table en développement économique, puis il y a une table en développement régional. Où est-ce que tu veux t'asseoir? Puis là, je dis toujours partout. Parce que je peux pas penser à un développement social sans les arts. Les organismes communautaires travaillent avec les artistes depuis toujours. Les arts sont nécessaires partout. Donc, c'est cette espèce de vision-là qui est similaire, je trouve, pour l'environnement. Et vous avez exprimé aussi, vous dites, c'est une job politique que j'ai. Oui. Bon, à vos yeux, il y a un parti politique culturel au Bas-Saint-Laurent, étant donné l'excellente mobilisation dont vous parlez. Voulez-vous élaborer? C'est ma blague. Oui. C'est ma blague parce que, évidemment, dans ma posture, j'ai pas d'allégeance politique. Non. Et mon allégeance politique, elle est unique. Puis là, dans ça, je fais la blague de je suis pour le Parti culturel du Bas-Saint-Laurent. OK. D'accord, je comprends. C'est mon seul engagement politique et le plus précieux. Donc, c'est avec lui que je me lève le matin, c'est-à-dire je suis parti politique culturel du Bas-Saint-Laurent. Puis, être artiste, c'est politique. Être travailleur culturel, c'est vraiment politique. Qu'est-ce qui fait que l'accès à la culture en contexte rural est inéquitable, Dominique Lapointe, d'après vous? Ben, en fait, ça dépend où en contexte rural, ça dépend dans quel contexte rural, mais certainement que lorsque, par exemple, tout simplement, on veut avoir accès à un lieu de diffusion en art, que ce soit une salle de spectacle ou une salle d'exposition, certains peuvent y aller à pied. Oui. D'autres doivent rouler dans leur voiture pendant plus de 50 minutes. Ça, c'est inéquitable. Oui. Le fait qu'on n'ait pas de transport collectif, le fait que les artistes sont éparpillés sur le territoire, puis pas nécessairement éparpillés de manière équitable. Oui. Le fait que l'éducation artistique, ça soit un enjeu sur notre territoire. Il manque de spécialistes. Ce qui fait qu'il y a des écoles qui... Puis d'ailleurs, le programme de l'École québécoise, l'exigence, c'est d'enseigner un seul art au primaire. Donc, tu as un spécialiste en musique, c'est réglé. Okay. Mais ça ne veut pas dire que tu vas avoir accès à la danse, aux arts plastiques. Puis, je tiens à dire aux arts plastiques et non pas au bricolage. C'est pas la même chose. Effectivement. À l'art dramatique, encore moins. Donc, des spécialistes en art dramatique au Bas-Saint-Laurent, j'ai trop de doigts dans une seule main. Au Bas-Saint-Laurent, là. Oui.
C'est énorme. Oui. Donc, on a un enjeu d'équité, là, c'est clair. En loisirs aussi culturels, on a un enjeu d'équité. Il n'y en a pas partout. C'est pas toutes les municipalités qui ont les ressources pour offrir du loisir culturel de qualité. C'est pas tous les parents qui ont les sous pour offrir du loisir culturel à leurs enfants. Puis, à tous les âges, on a besoin de loisir culturel, pas juste les enfants. Oui, bien sûr. Donc, dans les communautés, c'est un défi d'avoir accès à... Puis de se reconnaître aussi dans les arts et la culture. Donc, de se reconnaître, ça veut dire de voir des artistes dans son quotidien, de sentir que c'est possible de devenir un artiste. Tout à fait. Oui. Puis ça, c'est inéquitable parce qu'il y en a qui ne seront jamais allés dans une salle de spectacle avant leur âge adulte. Puis ça, c'est dramatique parce qu'ils ne peuvent pas savoir à quel point ça goûte bon s'ils n'ont jamais goûté. Oui, absolument. Je suis d'accord avec vous. Donc, ça, c'est un enjeu majeur sur lequel on essaie de se battre férocement en citoyenneté culturelle, puis avec lesquels on travaille avec les élus qui sont des alliés pour nous là, à ce niveau-là, entre autres, mais aussi les ministères. Oui. Parce que déjà, au niveau du gouvernement, le budget en culture, c'est en moyenne 1,6 % du budget du gouvernement en culture. Et au Bas-Saint-Laurent, on a 1,8 % du 1,6 %. Fait que je te laisse calculer, là, puis on n'est pas en train de se réjouir personne. Non, je comprends. Oui, il y a quand même... Il faut s'inquiéter un peu quand même. Oui. Puis les artistes, en ce moment, c'est vraiment délicat. Ils sont dans des situations de fragilité. Précaire, oui. De grande précarité. Et les organismes aussi, dans certains secteurs, entre autres, là, c'est vraiment majeur. Ce qui fait que on s'attend à des fermetures d'organismes. Puis on voit des artistes aussi quitter le milieu artistique. Oui, parce qu'ils changer de secteur professionnel. Bien sûr. Pas parce qu'ils le veulent, parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Puis ça, c'est d'une tristesse infinie. Il faut vraiment agir. Oui. Puis on sera pas juste... ça va prendre plus que Culture Bas-Saint-Laurent. Il va falloir qu'il y ait un mouvement important pour le faire. Là, je pense que tout le monde du milieu artistique et culturel se lève ces temps-ci avec raison. Il va falloir continuer de se lever pour notre art puis pour nos milieux artistiques. Oui, et pas juste en région. Hein? Partout. Oui. Est-ce que vous pensez que, justement, en région, l'art et la culture sont moins considérés, sont moins valorisés, que ce soit par les familles ou par justement le système de l'éducation? Je ne sais pas si c'est moins valorisé dans les régions. Je pense que des fois, il y a des enjeux de ressources qui sont plus problématiques. Par contre, on a une solidarité, une humanité qui est vraiment précieuse. Je pense que au Bas-Saint-Laurent, on a réussi à avoir une solidarité impressionnante dans le milieu des arts. Après, bien sûr, là, tu sais, on le voit bien là, si on revient sur l'égalité d'accès aux arts et à la culture. Si on ne développe pas d'appartenance à notre identité culturelle et artistique, si on ne trouve pas ça important d'écouter de la musique, de voir des films, de regarder la télé, de lire des livres, et on a des autrices, des auteurs absolument extraordinaires, entre autres, mais de tous les secteurs. Si on ne connaît pas Isabelle Charlot, puis qu'on ne connaît pas Annie Landreville, puis qu'on ne connaît pas... si on ne connaît pas nos artistes d'ici, puis nos stars d'ici, si on ne sait pas c'est qui Éric Normand, si on ne sait pas c'est qui... Bien évidemment, notre appartenance à notre culture, tout comme l'appartenance à notre patrimoine, c'est la même chose. Là. Il y a des gens qui habitent des maisons centenaires incroyables, mais qui ne savent pas à quel point ils habitent dans un trésor. D'autres ont accès à un patrimoine immatériel précieux qui ne savent même pas que c'est à côté de chez eux. Il y a des sites archéologiques fabuleux au Bas-Saint-Laurent, mais si on n'apprend pas à les reconnaître jeunes ou tôt, puis à les préserver, bien après ça, c'est de plus en plus difficile à défendre. Mais j'ai tendance à me dire que on a tout ce qu'il faut, puis on n'a rien à envier des centres urbains en art et culture. On a juste, je pense, besoin de mieux connaître nos trésors. Et Dominique Lapointe, avons-nous raison de croire que la culture en région est boudée parfois par les grandes villes? Je ne sais pas si elle est boudée. Je sais que des fois, elle est intangible, c'est-à-dire que
La même chose que je disais tantôt, si tu n'as pas goûté, tu peux pas savoir que c'est bon. Si tu n'es jamais venu, tu peux pas savoir à quel point c'est fabuleux. Bien sûr qu'il y a des préjugés, mais des deux côtés, c'est-à-dire que des fois, on prend pour acquis où on peut dire que c'est plus facile dans les centres urbains. Les défis sont différents. Je ne crois pas que c'est plus facile. Je pense qu'ils ont un autre contexte, avec d'autres types de défis. Mais certainement que le rayonnement puis la reconnaissance des arts et de la culture de notre territoire et des régions dites éloignées des centres urbains, mais proches de bien d'autres affaires. Oui, c'est ça. Je crois qu'elle est méconnue. La richesse, les particularités de nos artistes, de notre culture sont méconnues. Puis ça, pour vrai, ça manque. On a besoin d'entendre avec vacarme ce qui se passe au Bas-Saint-Laurent parce que c'est fabuleux. Merci beaucoup, Dominique Lapointe, d'avoir accepté notre invitation. Ainsi prend fin notre émission. Merci à toute l'équipe, Dany Bouffard à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Ici, Marthe Saint-Laurent qui vous dit à très bientôt.